Puis-je briser un mythe? Oui. En ce moment, je vois constamment des gens dire qu'ils cuisinent avec de l'huile d'avocat et ça me rend folle. Cela montre à quel point les gens voient quelque chose sur les réseaux sociaux et le font tous pensant que c'est normal. Kim Constable, 37 ans, mère de 4 enfants faisant l'école à la maison, a décidé de devenir athlète professionnel de bikini et entrepreneur millionnaire, se démarquant des présidents-directeurs généraux traditionnels. Aujourd'hui, elle dirige l'une des plus grandes entreprises mondiales de musculation végétalienne en ligne, avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars qui double chaque année. Donc, ce que je dis toujours aux gens, c'est « Oh, tu ne devrais pas consommer d'huile de graine ». Je leur demande « Pourquoi ?» Et ils ne savent pas répondre parce qu'ils ne savent pas, c'est juste « Eh bien, je l'ai vu sur TikTok ». L'huile d'avocat est la pire huile avec laquelle vous pourriez cuisiner de toute votre vie, car c'est une graisse polyinsaturée. Votre succès dans la vie sera évalué par le nombre d'échanges difficiles que vous oserez avoir. Kim, parle-moi d'un tournant, d'un moment dans ta jeunesse qui t'a poussé sur le chemin où tu es aujourd'hui. Juste un seul. Juste. Un seul, c'est si difficile pour moi. Probablement d'être allé en pension à l'âge de 7 ans, donc c'était l'une des pires périodes de ma vie et l'une des meilleures périodes de ma vie. C'était probablement l'un des meilleurs résultats parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe quand on a 7 ans et qu'on est envoyé en pension et que ses parents décident de se séparer juste après qu'on parte en pension. Donc, le seul moment où on voit sa mère, qui est en fait son pilier dans la vie, c'est un week-end sur 2, du samedi midi au dimanche soir. On apprend à devenir très autonome et très résiliente. Et honnêtement, je dirais que avoir eu la difficulté d'aller en pension quand j'étais plus jeune et d'avoir dû me débrouiller toute seule, prendre soin de moi et m'occuper de ma sœur qui était beaucoup plus fragile que moi. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a appris à être très, très, très autonome et à vraiment bien résoudre les problèmes parce que ce n'était pas comme si je pouvais aller voir maman et papa et dire « Maman, j'ai besoin de ça et papa, j'ai besoin de ça ». Tu sais, il fallait soit apprendre à s'en passer, soit, tu sais, avoir faim parce qu'il n'y avait pas de nourriture, parce que tu étais en pension. Et tu dois attendre l'heure des repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc, soit tu dois apprendre à accepter d'être mal à l'aise et à t'en passer, soit tu dois trouver un moyen d'obtenir ce que tu veux qui ne vient pas de papa et maman. Et honnêtement, je dirais que c'est probablement l'une des choses qui m'a rendue non seulement très ouverte à tout ce que la vie me réserve, tu sais, je peux, tu sais, dormir dans les hôtels 5 étoiles les plus luxueux comme camper dans mon van avec mes chevaux, tu sais, dans un champ plein de boue. Et dans les deux cas, je suis heureuse. Donc, je pense que le fait d'être allée en pension dès mon plus jeune âge a fait de moi ou a créé, tu sais, quelqu'un de très, très résilient et une excellente solutionneuse de problèmes. Et puisque tu n'as demandé qu'une seule chose, c'est probablement la plus marquante. On peut attendre. On va probablement aborder beaucoup d'autres sujets. Qu'en penses-tu? J'y ai beaucoup réfléchi, tu sais. Tu peux prendre toi-même et ta sœur comme exemple, donc 2 personnes plongées dans la même situation. Tu as mentionné que tu devais t'occuper de ta sœur. Qu'est-ce que tu penses à un jeune âge qui est le déclencheur ou l'indicateur pour savoir si quelqu'un peut affronter les difficultés et s'en sortir de l'autre côté? Je pense qu'une grande partie de cela est subtile. Beaucoup de choses s'apprennent, beaucoup de choses sont montrées en exemple. Et il y a 2 choses que je dirais. Mes parents étaient tous les 2 de vrais protecteurs. C'est drôle, je suis la plus jeune et nous sommes tous des personnes attentionnées. J'ai 2 sœurs, 2 grandes sœurs. Nous sommes tous attentionnés envers les autres au même degré. Mais j'ai définitivement la force qui l'accompagne. Qu'elles ont probablement pas, vous savez, cette motivation qui vient sans doute du fait d'être la 3e enfant. Donc, je pense d'abord que beaucoup de choses sont un modèle. Mes parents, tous les 2, je les ai observés pendant mon enfance. Ils ont passé toute leur vie à aider les gens, cuisiner pour les gens, accueillir des personnes qui traversaient des divorces. On avait des inconnus qui vivaient chez nous à tout moment. Et en tant qu'enfant, tu ne te poses jamais de questions. David McCollum dort sur le canapé depuis 6 mois. Tu ne te demandes pas pourquoi, il est simplement là, dormant sur le canapé. Tu sais, pourquoi cette personne reste-t-elle chez nous? Pourquoi est-elle là? Mon père a loué une voiture. C'est drôle, mon mari dit toujours « Le père de Kim est un vendeur de voitures d'occasion ». Je réponds « Il avait carrément une concession ». Il avait une concession Ford et le décrit comme un vendeur de voitures d'occasion, ce qui est un sujet de discorde entre nous. Moi, j'imagine un type différent.
Tu ne connais probablement pas Del Boy, mais au Royaume-Uni, il était le personnage principal d'une série très populaire. Un vendeur de voitures d'occasion, je crois. Chacun voit clair dans cette arnaque, tu sais. Mon père, malgré ses manières un peu louches, possédait en réalité une entreprise de vente de voitures d'occasion. Chez nous. Et donc, il passait chaque jour, tu sais, au bureau. Il faisait constamment des allers-retours entre le bureau et la vente de voitures, gérant un flot quotidien de clients entrant et sortant de la cour. Il était constamment sollicité par téléphone pour récupérer des voitures, chercher et aider les clients. Il y avait toujours des gens qui traînaient autour de lui, des hommes, tu sais, ses copains, sa bande, des mécaniciens et des gens qui voulaient de juste venir s'asseoir et discuter. J'ai grandi à la campagne. C'est une façon de vivre très rurale. Donc, je suppose que ce que j'ai vu chez mes parents quand j'étais plus jeune, c'est que quand quelqu'un décroche le téléphone et dit « Je suis en difficulté », la première chose que tu fais, c'est de sauter dans la voiture et d'aller le chercher. J'ai observé mes parents entretenir ce réseau d'entraide dans une petite ville comme Iceland Magee, en Irlande du Nord. Mon père plaisantait en se présentant comme le maire d'Iceland Magee. Il n'y en avait pas, mais il était une figure très importante qui prenait soin des gens. C'était un exemple pour moi et mes deux sœurs. Mais j'étais la plus jeune des trois, avec 3 ans d'écart chacune. J'ai 46 ans. Mes sœurs ont 47 et 48 ans. Ma pauvre mère, 3 filles en 3 ans, je ne sais pas comment elle a survécu. Et je pense que comme j'étais la plus jeune et que j'avais donc mes 2 sœurs sur qui m'appuyer, je crois que l'ordre de naissance est vraiment très, très important. Et ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Mais en tant que Benjamine de 3 filles, chaque fois qu'il y avait un problème ou que maman était fâchée contre nous et qu'on était punis dans notre chambre, ou quand c'était le matin de Noël et qu'on voulait savoir si le Père Noël était déjà passé, c'était toujours moi qu'on poussait en avant. C'était comme, Kim va voir si le Père Noël est passé. Kim va voir si maman est encore fâchée contre nous. Kim va faire ceci. Kim va faire cela. Parce que j'étais la plus jeune et que mes sœurs me disaient, moi, qu'elles ne m'auraient pas envoyé faire toutes ces choses si elles ne pensaient pas que j'en étais capable. Je crois que c'est comme ça qu'elles m'ont transmis la confiance en moi. Et donc, j'ai développé beaucoup de confiance en moi dès mon plus jeune âge parce que je savais que je pouvais sortir, faire des choses, résoudre des problèmes, parler aux gens et y arriver parce que mes sœurs croyaient en moi et elles me poussaient toujours à être celle qui allait le faire. Naïvement, j'y allais car je ne connaissais rien d'autre. Quand nous sommes allés en pension, ma sœur aînée allait bien, étant la plus grande, mais ma sœur du milieu a beaucoup eu de mal. Elle a toujours été très craintive et avait peur de beaucoup de choses. Peur du noir, des monstres et de beaucoup d'autres choses. Étant la plus jeune et sans ces peurs, je me sentais responsable de m'occuper d'elle, ce que j'ai fait. Cela m'a suivi toute ma vie. Si tu demandes à quelqu'un qui me connaît ce pourquoi Kim est connue, c'est que Kim prend soin des gens. Donc tu apprends à prendre soin des gens, à t'impliquer, à prendre tes responsabilités car personne ne viendra te sauver. Comment cela s'est-il manifesté dans la première version de ta carrière en tant que professeur de yoga, où il s'agit toujours d'enseigner, d'éduquer et de soutenir? Parle-moi de ça. C'est amusant que tu dises ça car j'étudie le cerveau humain, son développement et la psychologie depuis 20 ans. J'ai travaillé avec un coach pendant tout ce temps pour dénouer les traumatismes de l'enfance et travailler sur les limitations et schémas de réaction. C'est ma passion. Mais moi, c'est drôle. Je suis devenue prof de yoga un peu par hasard. J'adore enseigner. Mon père n'était pas, mon père enseigne toujours et il a comme une façon correcte de faire les choses. Il est assez maniaque, comme tous les meilleurs. Quand on était plus jeune, on ne pouvait pas simplement mettre quelque chose dans le lave-vaisselle. Il disait non, 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 ça ne va pas là. Les tasses vont à l'arrière et les verres vont à l'avant. Et ça va ici et tu empiles ça là. Il devait toujours te montrer une façon de faire les choses qui était meilleure que la tienne. Donc, j'ai juste ce besoin, quand je vois un problème, de le régler, d'aider ou d'intervenir. Mais ça vient clairement de là. Cependant, c'est drôle, la professeure de yoga, moi. Je suis devenue prof de yoga après avoir tout plaqué. J'en avais marre de tout. J'étais là, j'essayais sans cesse de lancer une entreprise en ligne depuis des années, sans succès. Et j'ai réalisé que c'était bien trop de travail. Je n'y arrivais pas. Je me brisais en deux. Je ne gagnais pas d'argent, alors j'allais abandonner et faire ce que j'aimais, le yoga. Je pratiquais le yoga 1 à 2 heures par jour avec assiduité. Je suivais des cours et tutoriels en ligne quotidiennement. J'adore apprendre. Je suis comme une éponge et j'ai juste décidé que je savais que je pouvais gagner de l'argent avec ça, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Grâce à mon talent et ma passion pour l'enseignement, je suis devenue professeure de yoga. C'est ainsi que j'ai réalisé mon rêve. Ce n'était même pas, tu sais, comme un rêve de toute une vie.
J'ai choisi de faire ça car je savais que je pouvais en tirer un revenu après des années d'échecs pour gagner de l'argent en ligne et j'étais conscient que j'allais divorcer. Si je ne gagnais pas de l'argent sans en dépenser, ça n'allait pas le faire. Mais maintenant, j'ai largement rattrapé ça. Je n'en doute pas. Oui. Je ne me souviens plus de ta question. Je crois que tu t'es juste égaré. Oh, Non, c'était juste pour préparer le terrain. Au début, tu as dit, Béphane, il n'y avait qu'un seul point d'inflexion. Je me suis dit un pour commencer. Mais maintenant, je regarde tout ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Vraiment, c'est ça que je préparais. C'était quand tu faisais du yoga, c'était l'alimentation. L'alimentation est toujours un sujet pour ceux qui font du sport et s'intéressent à la forme physique. Mais est-ce que c'était aussi important dans ta vie que ça l'est maintenant? alors voilà ce qui s'est passé. J'avais 21 ans. Je vivais avec un régime alimentaire comme la plupart des jeunes de 21 ans, à base de sandwich au bacon, de dîner à la saucisse, de frites et parfois, tu sais, un bon repas de temps en temps. Je n'étais clairement pas très attentive à ça à l'époque. Je vivais avec mon petit ami qui avait un terrain. J'ai toujours monté à cheval toute ma vie, donc on avait installé ce terrain d'équitation ensemble et on était très en forme et très actifs. J'étais vraiment, vraiment très mince, comme une taille 34 en France ou une taille 2 aux États-Unis à l'époque. Et je mesure 1,73 m, donc j'étais vraiment très mince. J'étais physiquement active, en forme, j'avais l'air en pleine santé. Mais tu sais, il y a un de ces moments drôles dont je me souviens. Un jour, je suis allée devant le miroir et je me suis dit, oh, est-ce que c'est un bouton sur ma joue? Je me souviens avoir gratté, pensant que j'avais un bouton. Et en le touchant, ça bougeait. Ben, tu vois, normalement, c'est dégoûtant, mais si tu as un bouton et que tu le presses, il éclate. Eh bien là, ça n'éclatait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je me souviens avoir pris une pince à épiler pointue, avoir piqué ce truc et l'avoir sorti, et c'était une petite boule blanche. Et j'ai réalisé que c'était comme un dépôt de cholestérol dans ma joue. C'était tellement dégoûtant. Je ne sais pas si c'était vraiment ça, mais ce qui s'est passé était tellement dégoûtant, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu partes dans cette direction. Voici ce qui s'est passé. Je l'ai enlevé et j'ai eu un moment de réflexion. À cette époque, je consommais beaucoup de bacon. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on dépensait pour la nourriture, mais probablement pas de la meilleure qualité. Je mangeais beaucoup de sel et de bacon, je buvais pas mal d'alcool et je fumais beaucoup d'herbes. Tu sais, à 21 ans, je n'étais pas la personne la plus saine du monde. Et je me souviens que c'était un moment pitoyable pour moi. Je me souviens avoir pensé, est-ce que je devrais changer mon alimentation? Donc, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je suis allée chez ma tante. Elle possédait une maison à la plage en Irlande du Nord. Bien que cela puisse paraître glamour, ce n'est pas le cas, car les plages ici ne sont pas très grandes. On parle ici de la plage de Cloquy, c'est genre Saint... Mètres de long. Oui, et c'est surtout des galets et un peu de sable, mais elle avait une maison dans cette petite ville appelée Cloquy, et à l'époque, je travaillais dans un restaurant, donc je faisais de très longues heures. Tu sais, je travaillais beaucoup et je n'avais pas beaucoup de temps libre, et quand j'en avais, j'étais avec les chevaux. Donc j'ai dit à mon copain de l'époque, j'ai dit, Jonathan, allons à Cloquy pour mon jour de congé. Partons après que j'ai fini, j'ai 2 jours de congé, on ira là-bas, on ira à la plage, à la maison, en plein hiver, et je me disais qu'on allait passer un super moment. C'était avant les iPhones, les iPads, il y avait Sky Télévision ou peu importe, mais bon, je me disais qu'on irait là-bas, que ce serait génial, qu'on irait au pub et que ce serait amusant. Donc, on est arrivé à Cloquy en plein hiver. Le vent hurlait, la maison était absolument glaciale. Ce n'était pas du tout les vacances glamour à la plage que j'avais imaginées dans ma tête. En arrivant dans la maison, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de télé. Sans télé, il n'y avait rien à regarder. On est donc allé se promener au pub, puis rentrer à la maison sans rien à faire. Je me suis dit qu'il devait bien y avoir un livre ici, alors j'ai décidé d'en chercher un à lire. Alors j'ai fouillé un peu partout dans la maison de ma tante et elle, ils étaient tous de grands amateurs de golf et il y avait quelques livres sur le golf et je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je sois vraiment au bout du monde pour lire un livre sur le golf. Donc, le seul autre livre dans la maison, c'était ce livre que j'ai pris. Je me suis dit que c'était le livre le plus étrange à trouver chez ma tante, parce qu'elle et tu sais, oncle, ne sont pas vraiment très soucieux de leur santé ou de ce genre de choses. Il s'appelait 8 semaines vers une santé optimale par le docteur André Viel. Je crois que ça s'écrit W-E-I-L, mais je pense que ça se prononce Viel sans en être certaine. J'ai supposé et dit 8 semaines vers une santé optimale. Je me suis dit, un satané livre de santé, genre, tu plaisantes, c'est tout ce que j'ai à lire. Mais bon, n'ayant rien d'autre à faire. À part boire de l'alcool, j'ai commencé à lire ce livre et au bout d'un chapitre, j'étais complètement et totalement accro.
C'était un programme de 8 semaines où il parlait de l'eau que tu bois, des compléments que tu prends, tu sais, ta santé concernant les horloges numériques dans la chambre. Certaines choses, je ne suis pas fanatique à ce sujet. Non, absolument pas, mais il m'a ouvert les yeux sur la santé d'une façon que personne ne l'avait fait auparavant. Et la chose la plus importante que j'ai commencé à apprendre concernait la nourriture. Il en parlait. Les étiquettes et tout ce qu'on met dans nos aliments, et jamais de ma vie je n'avais pris quelque chose pour regarder ça. Dégueu sur l'étagère au supermarché et lu l'étiquette au dos, je l'ai pris et j'ai regardé. Devant, oh, ça a l'air délicieux. Je n'avais jamais pensé aux calories. Tu sais, si ça avait l'air bon, je l'achetais sans jamais penser à ce qu'il y avait dedans. Il a commencé à m'éduquer sur les conservateurs, l'hydrogène, les graisses hydrogénées et des choses comme ça dans ce livre. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est une graisse trans. Et j'ai appris sur les graisses saturées, les graisses monoinsaturées, les graisses polyinsaturées, sur leur structure moléculaire, ce qui fait une graisse trans. Et j'étais juste époustouflée. Et étant le genre de personne qui adore vraiment l'information et l'apprentissage, ce livre a transformé ma vie. À partir de ce moment-là, je suis devenue une grande défenseur de l'alimentation, de la santé et de ce que nous mettons dans notre corps parce que j'ai soudainement compris toutes les choses que je faisais sans même savoir qu'elles étaient mauvaises. Et je me promenais en disant aux gens, tu sais ce qu'il y a là-dedans et tu sais ce qu'il y a là-dedans. Tu as lu l'étiquette de ça et laisse-moi juste te dire ce que sont toutes ces choses. J'ai rendu ma famille folle, mais je pense que c'était bizarre. C'était comme avoir ce que je pensais être une petite bosse de cholestérol sur mon visage qui est apparue juste avant ce livre. C'est à 21 ans que j'ai commencé à faire le lien et à révolutionner ma santé. C'est là que je suis tombée dans le terrier du lapin. J'ai maintenant 46 ans, donc c'était il y a 25 ans. Et depuis, je n'ai cessé de... Tu étais tellement en avance sur ton... 25 ans d'auto-éducation. Ouais, parce que maintenant, c'est intéressant. Donc, cette petite hausse de cholestérol, ou peu importe ce que c'est, tu sais ce que c'était la hausse de cholestérol de tout le monde? C'était le COVID. C'était le COVID et puis tout le monde s'est dit « Merde, je ne veux pas mourir. Il vaut mieux que je comprenne la santé, le bien-être et ce que je mets dans mon corps. » C'est pour ça qu'on voit autant de contenu maintenant sur ce qu'il y a dans les étiquettes, sur les huiles de graines et toutes les autres choses qu'on voit partout sur TikTok, Instagram et YouTube. Mais il y a 20 ans, enfin, il y a 23 ou 24 ans, je ne pense pas que ça existait. Mais contrairement à ce que tu as mentionné, il ne s'agissait pas des huiles de graines. Permettez-moi de briser un mythe rapidement en partageant quelques données scientifiques. D'accord. Donc en ce moment, je vois sans arrêt des gens dire qu'ils cuisinent avec de l'huile d'avocat et ça me rend folle. Ça me montre juste à quel point les gens voient quelque chose sur les réseaux sociaux et parce que c'est sur les réseaux sociaux et que tout le monde le fait, ils pensent que c'est bien. Donc ce que je dis toujours aux gens, c'est, et tout ce débat sur les huiles de graines, « Oh, tu ne devrais pas consommer d'huile de graines. » Et je demande pourquoi et ils me répondent « Parce que c'est mauvais pour toi. » Et je leur demande d'expliquer pourquoi. Ils répondent que c'est parce qu'elles sont très transformées. Je rétorque alors « En quoi est-ce mauvais? » Ils ne peuvent pas répondre car ils ne savent pas. C'est juste « Je l'ai vu sur TikTok. » Je n'adhère donc pas du tout à cette histoire sur les huiles de graines. Ce n'est pas que j'y crois, il y a quelque chose à propos des huiles de graines. Comme pour tout, il y a une part de vérité dans chaque chose, mais ce n'est pas toute l'histoire. Je me demande toujours, qui aurait intérêt à diffuser cette propagande ou ces informations? C'est la première chose que je demande dès qu'on dit que ceci est mauvais et cela est bon. Je me dis, d'accord, qui finance ces études? C'est ce que je veux savoir en premier, parce que si on suit l'argent, on trouve où sont les vraies données. Deuxième chose, laissez-moi vous parler de l'huile d'avocat pour ceux d'entre vous qui se disent « Oh, moi je cuisine avec de l'huile d'avocat ». L'huile d'avocat est la pire huile avec laquelle vous pourriez cuisiner. L'avocat contient des graisses polyinsaturées, contrairement à ce que l'on croit souvent en le voyant solide à température ambiante. Il existe 3 types de graisses, dont les graisses saturées. Les graisses saturées sont solides à température ambiante. Interrompez-moi si je m'éloigne du sujet du podcast, Kim. Et les seules graisses saturées qui existent dans le monde sont l'huile de coco, la graisse animale et le ghee. Vous pouvez savoir que les graisses sont saturées lorsqu'elles sont solides à température ambiante, ce qui signifie qu'elles sont saturées en atomes d'hydrogène. Une graisse solide à température ambiante et saturée en hydrogène n'a aucun espace dans sa structure moléculaire pour accepter plus d'hydrogène lorsqu'elle est chauffée. C'est un point important à comprendre. Les graisses saturées sont les plus stables et les meilleures pour cuisiner à haute température car elles ne se transforment pas en acides gras trans.
Une graisse trans est une graisse qui a été chauffée jusqu'à son point de fumée, ce qui signifie qu'elle a absorbé plus d'atomes d'hydrogène dans sa structure moléculaire, ce qui la rend ensuite solide à température ambiante. Donc, si vous prenez une huile de graine, mais par exemple un acide gras monoinsaturé, disons de l'huile de lin, d'accord? Un acide gras monoinsaturé, de l'huile de lin, vous chauffez cela à une température vraiment très élevée. Ce que cela va faire, c'est tordre et modifier la structure moléculaire de l'huile et la forcer à capter plus d'atomes d'hydrogène. Elle devient alors une graisse saturée, mais en réalité non, elle devient une graisse hydrogénée, d'accord? Une graisse hydrogénée artificiellement, qui est en fait une graisse trans. La solidité à température ambiante est due à l'ajout d'atomes d'hydrogène, ce qui en fait une graisse trans. Ce n'est pas une graisse saturée, ce n'est pas stable pour la cuisson, mais pourquoi font-ils cela? Ils font cela pour pouvoir utiliser ces graisses dans les biscuits, les pâtisseries et d'autres produits qu'ils vendent au supermarché. Cela est dû à leur longue durée de conservation. L'huile d'avocat est une graisse polyinsaturée. Elle possède plusieurs sites sur sa structure moléculaire pouvant accueillir des atomes d'hydrogène supplémentaires. Elle est solide à température ambiante car c'est un fruit et non une graisse saturée. Donc, si vous extrayez l'huile d'un avocat, c'est en fait une graisse polyinsaturée qui est la plus instable des graisses. Si vous cuisinez avec ça et que vous la chauffez, elle devient instantanément une graisse trans. Votre corps ne sait pas quoi faire des graisses trans. Il ne peut pas les traiter, alors il les stocke dans les tissus adipeux où elles migrent, grossissent et provoquent toutes sortes de ravages dans votre corps et elles sont très cancérigènes. Dans le bien-être, parfois, on ne voit pas le négatif et parfois, on vit avec un certain régime ou un certain point de vue sur ce qu'on met dans son corps pendant des années et cela peut en fait être très nocif. Et je ne pense pas que les créateurs réfléchissent beaucoup à la question suivante. Si quelqu'un écoute mes paroles comme si j'étais Dieu, à quoi ressemblera sa santé dans 20 ans? Tu sais quoi? Tu sais quoi d'autre? Je ne pense pas que les créateurs réfléchissent. Non, la majorité ne le fait pas. En fait, je vais aussi considérer l'autre côté de la question. Et je vais te dire quelque chose qui m'est arrivé très souvent récemment. Parce que je comprends les suppositions et les présupposés d'une manière que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, ce que je veux dire par supposition et présupposé, c'est que les suppositions sont, vous avez à vous demander quand vous entendez quelqu'un dire quelque chose, qu'est-ce qui devrait être vrai pour que la personne dise cela? Si j'étais cette personne et que je disais cette chose, quelle serait la supposition derrière ce que je dis? C'est comme si vous essayiez de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais et donc, par exemple, si tu me disais, tu sais quoi, Kim, manger de la viande, c'est tellement, tellement, tellement bon pour toi, genre je ne mangerai jamais autre chose, au lieu de me dire, mais eh bien, il se trompe complètement, je me dirais, OK, qu'est-ce que je sais sur Scott? Qu'est-ce qui devrait être vrai pour que Scott fasse cette déclaration? Peut-être qu'il a souffert d'une maladie auto-immune, peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience avec les plantes, peut-être que... Donc, j'essaie d'imaginer toutes ces différentes choses qui devraient être vraies pour que tu dises ça, ce qui m'amène ensuite à demander plus de données. Et les présuppositions, c'est... Je vais te donner un exemple. En ligne, par exemple, j'ai commencé à créer beaucoup de contenu où je prends ce que j'enseigne dans les masterclass et on le découpe en petits morceaux d'1 minute à mettre sur Instagram et les gens entendent le contenu, ce qui est un peu ce que tu dis. Donc, en ce moment, je reçois pas mal de critiques. Les gens disent, ah, ce n'est pas vrai et blablabla, peu importe. Et je leur dis, non, tu as 100% raison et ce n'est pas ce que je dis. Et ils me répondent, mais c'est ce que tu as dit. Et je leur dis, ah non, non, ce n'est vraiment pas ce que j'ai dit. J'explique juste un processus, comment ton corps traite, par exemple, le fructose, ce qui arrive au fructose dans les fruits, tu vois? Parce que les gens me détestent à chaque fois que je dis que les fruits sont plus facilement stockés sous forme de graisse à cause du fructose qu'ils contiennent. Donc, je dis, chaque fois que tu manges des fruits, les fruits, ils sont... Parce que voilà ce qui se passe quand tu manges des fruits. Le principal sucre dans les fruits, c'est le fructose. En fait, le seul organe, enfin pas le seul, mais le plus important dans le corps, ou plutôt l'organe qui utilise principalement le fructose, c'est le foie. Le foie, très peu de fructose peut en réalité être utilisé. Il peut être transformé en glucose et envoyé vers les tissus pour fournir de l'énergie, pour être utilisé comme glycogène musculaire. Donc, il va au foie, il est transformé en glycogène dans le foie, puis il est envoyé sous forme de triglycérides. Transformé en triglycérides et envoyé dans les réserves de graisse, d'accord? Donc, il est vraiment envoyé dans les réserves de graisse. Un processus fructose, foie, réserve de graisse. J'explique cela en ligne et les gens disent « Tu dis que les fruits font grossir ?» Je réponds « Non, je dis que le sucre principal du fruit est plus facilement converti en triglycérides par le foie et stocké en graisse que tout autre sucre. » Une partie du processus.
Donc, quand je partage ce genre d'informations, je présume que les spectateurs sauront évaluer les données par eux-mêmes. Mais ce que j'ai appris, c'est que les gens ne savent pas évaluer les données. Ils ne peuvent pas se demander est-ce que c'est toute l'histoire? Que pourrait-elle dire d'autre? Qu'est-ce qui pourrait aussi être vrai? C'est ça, la présupposition. Pour qu'elle dise ça, il faudrait que ceci soit vrai. C'est ça, une présupposition. Et donc, je pense qu'il incombe aux créateurs de produire plus de contenu. Mais ce que je continue de remettre en question, c'est qu'il y a aussi une responsabilité du côté des spectateurs de se demander je suis d'accord avec ça. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai dans la réalité? À chaque fois que j'entends quelqu'un faire une affirmation sur quelque chose, je me dis oh, intéressant, je veux en savoir plus. Je pose une question. Donc, ce que tu dis, c'est j'ai fait ça récemment avec une vidéo que j'ai publiée où je disais que le muscle ne grossit que lors des dernières répétitions de la dernière série si tu t'entraînes jusqu'à l'échec comme nous le faisons. Ensuite, j'ai expliqué comment les répétitions forcées, les répétitions jusqu'à l'échec, etc., provoquent la croissance musculaire. Et donc, j'ai reçu beaucoup de réactions négatives à cette vidéo et les gens disaient « D'accord, donc tu dis que je devrais m'entraîner comme ça ?» Et je répondais « Non » et eux « Mais c'est ce que tu dis. » Je leur disais qu'il n'y avait aucune obligation dans cela. J'explique simplement comment, dans l'entraînement à haute intensité, le muscle se développe lors des dernières répétitions de la dernière série. Mais tout ce que les gens entendent, c'est « tu devrais faire ça ». Et s'ils ne le font pas, ils se mettent en colère contre moi. Et je leur dis « les gars, détendez-vous, sérieusement ». Ou alors, je dis que la plupart des gens sont capables de soulever plus qu'ils ne le pensent, plus qu'ils ne le font réellement. J'ai dit « tu sais, si tu as augmenté ton… » C'est une autre vidéo qu'on a faite récemment et qui est devenue virale. Si tu peux augmenter ta charge, si tu peux faire un squat avec 30 kilos la première semaine, puis passer à 35, 40, 45, 50, 55, 60, tu étais probablement déjà capable de squatter 60 kilos dès la première semaine. Dans la vidéo, j'ai reçu des milliers de commentaires de gens qui pensaient que je disais de se blesser en soulevant 60 kg dès le premier jour à la salle de sport. Je leur ai répondu que ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Non, ce n'est absolument pas ce que je disais. Je disais juste que tu étais capable de soulever plus, pas que tu devrais soulever plus. Mais plus je découvre le monde, plus je me rends compte que nos écoles rendent un mauvais service à nos enfants parce qu'ils n'apprennent pas à évaluer les données en dehors de l'émotion et de la perception. Tu sais, il y a ce que je pense des données, il y a ce que je ressens par rapport aux données, il y a la façon dont j'ai évalué les données, et puis il y a les données elles-mêmes. Ensuite, il y a ce que la personne voulait dire dans les données. Et nous ne sommes pas capables de séparer notre propre signification et perception des données réelles pour faire une évaluation. Je pense que c'est l'un des plus grands défis mondiaux actuels. J'allais dire que le problème avec les réseaux sociaux et les créateurs de contenu dans le domaine du fitness et la raison pour laquelle tu es frustré parce que les gens ne réfléchissent pas vraiment de manière critique à l'information qu'ils consomment, c'est qu'il y a des créateurs qui, même lorsque leurs idées sont remises en question, vont te mentir en face parce qu'ils veulent promouvoir une certaine perspective ou un certain point de vue. Et je pense qu'il y a suffisamment de créateurs qui font ça pour que ça embrouille les gens. Parce que si je suis 5 créateurs et qu'ils disent les trucs les plus ridicules et extravagants sur ce que je devrais manger, puis dans un podcast long format ou lors d'un défi, ils mentent ou persistent et ils ne disent jamais qu'il existe d'autres façons de réfléchir à ce que tu devrais manger ou à la façon dont tu devrais vivre ta vie. Eh bien, alors je commence à développer presque cette idée que tous les créateurs sont tellement myopes dans leur perspective. Et ce qu'ils disent, je le prends simplement pour argent comptant, parce que j'ai suivi tous ces autres créateurs qui ont été remis en question et ils ne s'écartent jamais de leur point de vue principal ou point de vue. Écoute, à la fin de la journée, je pense que la responsabilité incombe au consommateur de faire ses propres recherches, de recueillir des informations auprès d'une grande variété de sources et, pour reprendre ton point, de questionner les motivations qui poussent cette personne à adopter ce point de vue. La façon dont tu apportes du contexte, la façon dont tu donnes ton avis, mais tu comprends aussi qu'il peut y avoir différents points de vue qui pourraient potentiellement être meilleurs pour d'autres personnes dans différentes conditions médicales ou… Certainement meilleur. C'est une pensée mature que tous les créateurs devraient avoir, reconnaître que les styles sont différents et meilleurs selon les situations. Je peux t'assurer que ce n'est pas le cas de tous les créateurs. Tu veux connaître mon avis là-dessus? Oui. La différence réside dans les raisons qui motivent l'adhésion à un principe, par peur ou par éthique. Permettez-moi de vous expliquer.
Mon deuxième fils, Kai, quand je suis devenue végane, j'étais très évangélique à propos du véganisme parce que je n'avais pas encore développé une éthique autour de ça. J'avais juste décidé que c'est ce que j'allais faire. Donc, beaucoup de ce que je faisais était basé sur des règles. J'avais encore ces envies de, tu sais, manger du fromage et de, tu sais, manger des œufs et tout ça me manquait. Mais j'étais presque comme, tu sais, au lieu d'accepter ça et de me dire ça, tu sais, oh, peut-être que si j'ai envie de fromage, je vais en manger. J'étais plutôt non, je suis végane, d'accord? Je suis végane et je ne peux pas avoir ces choses-là. Et voilà pourquoi ces choses sont mauvaises pour toi. D'ailleurs, laisse-moi te donner toutes les raisons pour lesquelles c'est mauvais pour toi, tu vois? Donc, j'étais un peu prêcheuse avec les gens. Et puis, j'ai observé mon fils Kai, il est devenu, mes enfants étaient tous végétariens. Et puis, Kai est devenu un vegan éthique quand il était plus jeune. Et donc, il était comme, il décidait, il est très, très comme moi, il se fixe un point de vue et il est absolument intransigeant là-dessus. Donc, il est devenu un vegan éthique et c'est devenu de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et il a commencé à... Il ne voulait pas, tu sais, porter des plumes dans son manteau. Il ne voulait pas, tu vois, il cherchait toutes ces alternatives éthiques. Il voulait connaître l'histoire de chaque chose, d'où ça venait, les sources de viande. Et il était comme... Et moi, j'étais là, oh wow, je ne suis pas ce genre de vegan, mais lui, il était très, très catégorique là-dessus. Mais voilà comment j'ai su que c'était une règle. D'abord, il avait 15 ans, donc il ne comprenait pas vraiment l'éthique ou il ne l'avait pas encore développée parce qu'il n'avait pas l'expérience de la vie. Mais surtout, il se disputait avec moi tous les jours sur le fait que je n'étais pas assez végane et pourquoi à chaque fois que je faisais un choix qui ne l'était pas, tu sais, le choix le plus éthique que je pouvais faire, il me le reprochait. Et donc, chaque fois que nous avons quelque chose qui fait partie de nous, et c'est ce qui se passe avec les véganes en colère et prêcheurs, je les appelle, tu sais, les véganes en colère et prêcheurs me disent que je ne suis pas assez végane pour être végane. Ils se mettent en colère contre moi chaque fois qu'ils me voient même porter un sac à main Chanel ou quelque chose en cuir, car je suis à base de plantes, pas une végane éthique. Je porte du cuir et ce genre de choses. Chaque fois qu'ils me voient faire ça, ils me punissent. Dès que tu ressens l'envie de punir quelqu'un, c'est parce qu'il a enfreint une règle que tu as. Parce que les règles sont toujours basées sur la peur. J'ai une règle où il y a quelque chose là-dedans qui me fait peur ou qui me met mal à l'aise. Chaque fois que je le fais ou que je te vois le faire, je me sens mal à l'aise. Je ne sais pas comment exprimer mon inconfort autrement qu'en disant que ça déclenche quelque chose en moi. Je me sens mal à l'aise. Laisse-moi essayer de comprendre pourquoi. Un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure, je me dis, tu dois arrêter de faire ça. J'ai besoin que tu arrêtes de le faire tout de suite pour que je puisse arrêter de me sentir mal à l'aise. Parce que si je peux t'empêcher de faire cette chose, c'est comme si j'étais mariée à un homme qui boit et que j'avais peur de l'alcool. Chaque fois qu'il boit, je le punis, car si je peux l'empêcher de boire, j'arrêterai de ressentir cette peur. C'est donc une manière de penser qui déresponsabilise grandement. Quand une règle est enfreinte, on punit la personne en fonction de cette règle, car on a besoin qu'elle cesse ce comportement pour retrouver notre bien-être. Quand quelque chose est une éthique, ben, ça fait partie de toi. Tu n'as pas besoin de changer qui que ce soit, de juger qui que ce soit. Tu n'as pas besoin, tu sais, d'expliquer à qui que ce soit ce que tu fais. Et si quelqu'un te punit pour ce que tu fais, tu dis d'accord, pas de problème. Tu ne ressens pas le besoin de te défendre. Et c'est la principale différence. Donc, ce que j'ai remarqué avec les influenceurs en ligne ou les gens en ligne qui se mettent vraiment en colère contre moi ou qui me disent que je ne suis pas assez végane pour être végane ou ce genre de choses, c'est que toute personne qui a envie de punir quelqu'un pour avoir fait quelque chose ou, tu sais, d'écrire un commentaire en colère ou quoi que ce soit, c'est parce que cette personne a enfreint une règle qu'ils ont. Et cette règle est basée sur la peur. Quand quelque chose est basé sur une éthique, quand quelqu'un me dit, tu sais, non, eh bien, tu ne devrais pas faire ça, je réponds juste, tu as probablement raison, tu ne devrais probablement pas. Et ils sont comme, eh bien, tu ne devrais pas. Et moi, je dis, je sais, j'aimerais être parfaite, mais je ne le suis pas. Et je ne le dis pas de façon sarcastique. Ce n'est pas genre, oh oui, j'aimerais être parfaite, va te faire voir. C'est vraiment, tu sais, oui, tu as raison, je ne suis pas parfaite, j'aimerais l'être, tu vois, mais c'est comme ça. Tu penses que Si on va un niveau plus loin, tu penses que, ouais, que cette peur, que cette perspective basée sur la peur est en fait un signe de compréhension incomplète, d'un peu d'incompétence et d'un léger manque d'intelligence dans le domaine qu'ils défendent en réalité. non, c'est basé sur... Parce que si tu veux la désintégration, ce que j'ai vécu en travaillant sur mes propres problèmes, c'est basé sur la désintégration qui vient de l'enfance.
Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand on est enfant, on sort, on explore le monde, on fait des choses et on fait des erreurs. Et on n'a pas de structure de croyance, on n'a pas de fondation éthique ou de compréhension du monde quand on est enfant. On est juste des petits gamins, tu vois, qui tâtonnent, qui font des erreurs, qui essaient de comprendre les choses. Mais nos parents et le monde, tu sais, sont réactifs et ils ont eux-mêmes grandi en tant qu'enfants. Donc, ils ont des règles et différentes choses sur la façon dont on devrait être. Et donc, un jour, on fait quelque chose sans le vouloir. C'est quelque chose de très simple, comme par exemple, je mange des céréales à la table du petit déjeuner et ma mère est de mauvaise humeur. Je ne sais pas qu'elle est de mauvaise humeur, mais tu sais, elle a un nouveau-né, elle est stressée, elle essaie de me faire sortir de la maison et peut-être qu'elle a une relation difficile avec mon père et elle essaie de préparer le dîner et le bébé pleure et je suis juste un petit enfant, 4 ans, assis à la table en train de manger mes céréales en regardant la boîte de céréales. Tu vois, peu importe. Il y a de la musique qui joue, il y a des spaghettis bolognaises qui cuisent et il se trouve que je renverse la brique de lait. Voilà. Et la brique de lait tombe, fait un bruit sourd et fait glou 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 et commence à couler par terre. Ma mère n'est pas en forme. Elle s'exclame. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable que tu aies fait ça. Elle a une réaction très émotive, tu vois. J'ai renversé du lait, ce qui est irrationnel car cela peut se nettoyer. Pourtant, elle le ressent viscéralement et est très tendue. Peut-être qu'elle est du genre réactive, mais elle réagit. Et moi, je suis une petite fille. Je n'ai pas de système de croyance. Je n'ai pas de cognition. Le développement de la cognition chez les enfants se fait après la puberté, vers 11-12 ans pour les filles et 13-14 ans pour les garçons. Sans cognition développée, il m'est impossible de vraiment comprendre le monde. Maintenant, en tant qu'adulte, je ne peux pas regarder ma mère et me dire qu'elle exagérait vraiment. Mais je peux me dire, elle passe probablement une mauvaise journée. Elle a un nouveau-né. Elle doit sûrement manquer de sommeil. Je comprends la colère, tu vois. Quand j'ai 4 ans, je n'ai aucune putain d'idée de pourquoi ma mère me crie dessus. Mais sa réaction a déclenché chez moi la réaction de lutte ou de fuite, une fonction cérébrale inférieure. C'est comme si un tigre surgissait devant moi dans la jungle, déclenchant ma réaction de lutte ou de fuite. Je suis là, vivant ce moment, regardant ma mère. Je ne sais pas pourquoi elle est en colère, mais j'ai maintenant ce très mauvais ressenti primitif dans mon corps. Ce n'est pas cognitif, tu vois? Alors je la regarde et je fais le lien. L'expression du visage, l'odeur des spaghettis bolognaises, la musique, l'aspect du lait, mon erreur. Je relie ces choses diverses à ce mauvais sentiment. En grandissant, un schéma de stimulus-réponse s'est ainsi mis en place. Chaque fois que j'ai grandi plus tard, à chaque fois, par exemple, je suis au travail un jour, d'accord, et ma patronne se tourne vers moi comme ça. Et là, je me dis, merde, ça déclenche la réaction de fuite ou de combat car c'est le même regard que ma mère m'a lancé ce jour-là. Ce n'est pas cognitif. Sans même m'en rendre compte, quelque chose déclenche le schéma stimulus-réponse enregistré ce jour-là. Quand ma mère m'a crié dessus, ce que je porte ensuite avec moi pour le reste de ma vie, et ça pourrait être l'odeur des spaghettis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un dise « L'autre jour, quelqu'un m'a sauvé. Non, ce n'était pas ça. J'étais en train de regarder une interview avec Kate Winslet et elle parlait de son mari. Kate Winslet disait « Il va me tuer de dire ça. » Mais mon mari a cette peur irrationnelle des gens qui croquent dans une pomme et donc à chaque fois que tu... Et il est là. Oh, elle dit qu'il a vraiment cette réaction incroyable. Elle continue. On s'approche de lui avec une pomme, comme ça. Je me suis dit, schéma, stimulus, réponse, quelque chose dans son enfance a associé le croquant d'une pomme à une très mauvaise sensation. S'il arrivait à se concentrer sur ce ressenti, il pourrait probablement retrouver le souvenir. En tant qu'enfant, c'est ce qui nous arrive. On grandit sans jamais s'occuper de nos schémas stimulus-réponse. Comme tu le mentionnais, ils sont dans notre acide désoxyribonucléique. Nous sommes des animaux à stimulus-réponse, tout comme les chiens. En grandissant, on développe notre cognition et on donne un sens au monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? On rationalise nos peurs irrationnelles, ce qui ne les enlève pas, mais les justifie. Donc, adulte, si tu me proposes des spaghettis bolognaises, je répondrai que je déteste ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lié à un souvenir d'enfance où ma mère m'a crié dessus en les préparant. D'accord, mais tout ce que je sais, c'est que je déteste les spaghettis bolognaises. Et toi, tu me dis, je suis là. Scott, tu sais, j'aime juste pas la bolognaise. Je pense que c'est la tomate, ou peut-être que tu commences à rationaliser. Le basilic ou peu importe. Bref, ce qui se passe, c'est que quand on devient adulte, on se promène tout le temps avec ces peurs désintégrées à l'intérieur de nous. Et ces règles que nous créons des prisons pour nous-mêmes avec ces peurs. Si tes parents sont très en colère, punitifs et obsessionnels, tu as encore plus de règles à suivre.
Plus tes parents sont attachés aux règles, soit tu deviens rebelle, ou tu as peur de briser la règle et tu te construis littéralement une prison toi-même. C'est ainsi que lorsque je vois Kim Constable, la vegan sculptée, porter un sac à main en cuir ou parler de la salle de sport en ligne, je pense qu'elle a tort. Genre, ce n'est pas... Tu sais, on a cette réaction émotionnelle où j'ai besoin que tu arrêtes de dire ce que tu dis parce que ça enfreint ma règle. Et ça me fait peur. Nous sommes comme des enfants, dans des corps d'adultes, courant partout sans savoir quoi faire. C'est pourquoi je pardonne à la plupart des gens leurs actes. Parlons de pourquoi tu as choisi de devenir vegan. Tu as lu ce livre. Il y a beaucoup d'autres façons d'être en bonne santé. Il y a comme une échelle entre manger du bacon tous les jours et boire jusqu'à devenir vegan, parce qu'il existe beaucoup d'autres pratiques de santé et régime que tu peux choisir d'adopter. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans le véganisme? Qui t'a autant attiré? Pourquoi ne pas simplement... Pourquoi as-tu choisi de devenir vegan parmi les millions de régimes existants? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce mode de vie? Tu vas détester ma réponse. Tu vas détester ma réponse. Je raconte toujours cette histoire. Mon coach de gym aime raconter l'histoire de mon premier entraînement avec lui. Et il m'a dit, alors, et Marc, c'est un gars énorme, genre un bodybuilder de 100 kilos, super musclé, tu vois. Et il me dit, alors, t'es du genre à manger des steaks au petit déjeuner, ce genre de trucs. Oui, bien sûr. Alors, dis-moi, pourquoi es-tu devenu vegan alors? J'ai répondu honnêtement à Marc que j'avais vu une opportunité sur le marché pour gagner de l'argent et que je l'avais saisie. Il m'a demandé si j'étais sérieuse. J'ai répondu oui. Il a dit ça et j'ai répondu. Ce jour-là, j'ai su qu'on allait super bien s'entendre car elle était la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Scott, c'est la pure vérité. Je suis devenue végane parce que j'ai vu une opportunité sur le marché pour une bodybuildeuse végane. Tu es complètement stupéfait. Ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais de ma part. Je m'en fiche. Je m'en fous de ce que... Toi, ce que tu as dit, je veux dire, c'est réel. D'abord, c'est très stratégique. Je ne pense pas que beaucoup de gens voient une opportunité sur le marché et se disent « je vais changer tout mon régime alimentaire J'étais déjà végétarienne. ». Donc... Et moi, l'autre aspect de ça, moi, c'est que j'aime vraiment faire des choses difficiles. C'est aussi pour ça que je suis devenue végane. J'adore les défis. J'aime me lancer des défis et j'étais déjà végétarienne et je voyais sans cesse, et il y avait probablement aussi une part de ça, je me demandais si le véganisme serait meilleur pour ma santé. Donc, je suppose qu'au fond, au départ, j'étais déjà végétarienne. Pourquoi suis-je devenue végétarienne? Les gens me le demandent. Je suis devenue végétarienne il y a 25 ans parce que ma meilleure amie l'était et elle avait beaucoup de succès. Elle a fondé une grande entreprise prospère en étant végétarienne, ce qui m'a inspirée à adopter ce mode de vie, pensant que cela pourrait aussi me mener au succès. Et ce n'était pas il y a 25 ans, c'était peut-être il y a 30 ans. Je pense que j'avais environ 20 ans. Ça. Qu'est-ce que tu faisais il y a 30 ans? Et donc, c'est pour ça que je suis devenue végétarienne, puis c'est devenu une question d'éthique. Au début, c'était juste une règle. Finalement, c'est devenu une question d'éthique. Je me suis dit que je n'avais pas envie de manger des animaux. Et juste en passant, tu sais, l'énergie nécessaire pour nourrir une seule vache pour la viande pourrait nourrir 2000 personnes affamées. Tant qu'il y a des gens qui souffrent de la faim dans le monde, il n'est pas éthique pour nous de manger de la viande si on considère cela à grande échelle. Donc, c'était l'éthique que j'ai développée autour de ça. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je voyais de plus en plus de gens, le véganisme était en plein essor. C'était il y a environ 12 ans maintenant. Le véganisme était vraiment en train de monter à l'époque et les réseaux sociaux commençaient vraiment à décoller. Et je me disais que j'étais déjà végétarienne. Et tu sais, j'ai lu un livre qui s'appelle L'étude de la Chine. Donc, il y a un peu plus que ça. J'ai lu un livre qui s'appelle L'étude de la Chine et il montrait vraiment le lien entre les protéines animales et surtout la caséine, qui est la protéine du lait, et le cancer. Des études ont révélé qu'il était possible d'activer et de désactiver la croissance du cancer chez les rats, dont la physiologie est très similaire à celle des humains. C'est pour cette raison que les rats sont souvent utilisés pour les tests en laboratoire. Les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient injecter des rats atteints de cancer, puis ils pouvaient augmenter ou réduire le cancer en ajustant la quantité de protéines animales données. Et les résultats de cette étude étaient absolument stupéfiants. Ils ont découvert qu'en nourrissant les rats avec un régime contenant moins de 15 % de protéines animales, en particulier la caséine, ils pouvaient réduire ou éliminer complètement tout cancer chez les rats. Et plus ils augmentaient la quantité de protéines animales, plus les rats mouraient.
Et donc, une fois que j'ai lu cette étude, je me suis dit, oh, c'est intéressant, je veux vraiment mener une vie longue et en bonne santé. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Donc, ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. Puis, j'ai remarqué l'essor du véganisme. Je me suis dit que j'allais essayer, tenter le coup et voir si j'en étais capable. C'est pour cela que je suis devenue végane. Je n'avais pas pensé à l'étude chinoise depuis longtemps. Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Mais je pense que c'était vraiment l'étude chinoise et mon intérêt pour la santé et le fait de vivre longtemps et en bonne santé qui ont probablement été le déclencheur. Une fois végane, j'ai exploré ce mode de vie en utilisant mes connaissances en santé et fitness. Je me suis mise à m'entraîner en salle et à chercher un programme en ligne pour apprendre à monter sur scène en tant que bodybuildeuse végane. Ce programme n'existant pas, j'ai réalisé que je pouvais le créer moi-même et en tirer un revenu. Voilà comment je suis devenue végane. Je pense que donc il y a quelques idées, quelques réflexions autour du bodybuilding et du bodybuilding vegan en général. Tout d'abord, le bodybuilding en général est rempli de désinformation, plein de gars. Il y a beaucoup de bodybuilders naturels, mais il y a aussi beaucoup de faux bodybuilders naturels qui mentent et disent « Voilà les résultats que je peux obtenir. Tu sais, juste en travaillant dur. La plupart le font, je n'en connais aucun qui s'en abstienne. » Comme ci, comme ça. C'est un point valable. C'est un point très valable, mais je pense que quand quelqu'un se présente et dit « Hey, je suis un bodybuilder vegan », et que ce gars-là fait, tu sais, 220 kilos avec moins de 7% de masse grasse, prêt à monter sur scène toute l'année, les gens se disent « c'est un peu louche ». Alors, est-ce que c'est le véganisme ou est-ce que c'est le fait que tu utilises des produits en continu depuis 20 ans? Il y a tellement de fumée et de miroirs dans le bodybuilding, personne ne sait vraiment ce qui est possible. On peut parler de ça. La deuxième idée que j'ai souvent entendue sur le tofu, c'est que ce n'est pas bon pour les hommes car c'est œstrogénique. Je n'ai pas de preuves scientifiques pour étayer cela. C'est juste anecdotique venant des réseaux sociaux. Je n'accorde donc pas beaucoup d'importance à ces opinions. Voici ce que j'entends de seconde main. Beaucoup de protéines végétales sont incomplètes, avec un profil d'acides aminés incomplet, contrairement aux protéines animales qui sont complètes, avec un profil d'acides aminés complet. N'hésitez pas à commenter ces idées. Dire que les bodybuilders racontent n'importe quoi n'est pas cool. Si vous prenez des produits, dites-le. Les gens sauront ce qu'ils peuvent faire naturellement. Pour le tofu, vous avez dit que ce n'était pas une excellente source de protéines maigres pour les bodybuilders véganes à cause de sa teneur en matière grasse. Je ne sais pas si cela impacte les hormones chez les hommes. Ce n'est pas le cas? D'accord. Et enfin, je pense que le point le plus intéressant et l'argument que j'ai le plus souvent entendu, c'est que la plupart des sources de protéines véganes n'ont pas un profil complet d'acides aminés. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas impossible. Ça complique juste les choses plus que nécessaire pour un débutant. Cependant, ces données sont incomplètes, en particulier pour le dernier point, car elles supposent que vous ne mangez pas une grande variété d'aliments. Tu sais, si tu manges littéralement du poulet, du riz et du brocoli, et c'est tout, matin, midi et soir, alors tu seras de toute façon carencé sur le plan nutritionnel. Mais quelqu'un qui mange une grande variété d'aliments, comme moi, une grande variété d'aliments complets, d'aliments végétaux, de légumes, de fruits, de céréales, eh bien, tu obtiens de toute façon un profil complet d'acides aminés. Et ton profil d'acides aminés n'a pas besoin d'être complet dans un seul aliment. Il suffit qu'il soit complet sur une période de 24 à 48 heures. Donc oui. Et le quinoa, en fait, crois-le ou non, possède un profil complet d'acides aminés. Il contient les 13 acides aminés essentiels présents dans la viande. Je l'ignorais. C'est intéressant. Mais oui, donc je pense que c'est encore une fois simplement un manque d'éducation des gens. Je pense honnêtement que quand les gens n'ont pas de données, ils les inventent ou ils comblent les vides. Et donc, vous savez, quand vous demandez à quelqu'un, eh bien, pourquoi un régime à base de viande serait-il le meilleur régime pour les bodybuilders? Ils doivent vous donner une raison, sinon ils ont l'air stupides. En effet, les gens évitent de dire « je ne sais pas », alors que c'est l'une des choses les plus puissantes à dire. Une séance de questions-réponses avec le Dalai Lama a profondément changé ma vie à ce sujet. Oui, chaque fois que les gens, vous me demandez un autre point d'inflexion, oui, chaque fois que les gens me posent simplement des questions,
Avant, j'avais l'impression que je devais absolument avoir la réponse, que si je ne l'avais pas, j'étais d'une certaine manière incomplète en tant qu'être humain. Par exemple, je suis une bodybuildeuse végane, et si tu me poses une question sur le tofu, eh bien, je ressens le besoin de savoir, parce que sinon, j'aurais l'air stupide, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qui se passe aussi pour beaucoup de gens. C'est comme, mon Dieu, je suis censée être l'experte ici, je devrais savoir. Mais je me souviens avoir vu quelque chose en ligne une fois, c'était avec le Dalai Lama. Il était dans un immense forum, il était sur scène, et quelqu'un... Tu sais, il faisait une séance avec le public et il pouvait me poser des questions. Il passait le micro et je me rappelle d'un gars qui avait une question. Oui, là-bas, alors ils ont apporté le micro jusqu'à lui et ce gars a dit « sa sainteté ». Et il lui a posé une question vraiment profonde. J'étais là, j'écoutais ce gars poser une question à propos des humains, de ceci, de cela, que je n'ai pas vraiment comprise. Le gars a remercié sa sainteté, le Dalai Lama, qui a réagi en faisant un geste. Pour ceux qui écoutent dans le podcast sans regarder la vidéo, je m'incline en arrière, le doigt sur le menton. Il s'est alors penché en arrière et a réfléchi intensément pendant 1 minute. Et il s'est un peu frotté le menton, il a regardé le ciel et je me suis dit « Waouh, il va vraiment donner une réponse très profonde ici. » Et il s'est penché vers le micro et il a dit « Je ne sais pas. » Et puis il s'est simplement rassis. Et j'ai dit « Tu ne sais pas? Tu es le putain de Dalai. » Lama, toi, tu ne sais pas. Aucun de nous ne savait, mais cela m'a appris une leçon tellement précieuse parce que je me suis dit que c'est normal de ne pas savoir. Ça ne veut rien dire sur toi, comme le Dalai Lama a mérité tout le respect du monde. Sur cette immense scène mondiale télévisée, il a dit aux gens qu'il ne connaissait pas la réponse à la question. C'était sa réponse. Il a simplement dit « Question suivante, s'il vous plaît », sans essayer de répondre ou de paraître intelligent. Il a admis ne pas savoir. Le problème est que quand on demande à quelqu'un pourquoi manger un steak est le mieux pour la musculation, on obtient toujours la même réponse. Et on va donner l'impression qu'ils doivent absolument te répondre, au lieu d'admettre qu'ils ne savent pas et que c'est juste ce qu'ils ont toujours fait. Car moi, je n'ai jamais été comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Avant le Dalai Lama, j'aurais réagi ainsi. Mais je suis devenue très douée pour simplement dire « Je ne sais pas ». On me le demande constamment. J'enseigne à mes enfants à domicile et ils me demandent ce qui va se passer ensuite. Maintenant plus âgés, quand ils étaient très jeunes, ils se demandaient ce qui se passerait quand ils seraient ainsi. Ils ne font donc aucune éducation. Quand on me demande si j'ai passé des examens, je réponds non. Ils s'étonnent alors que je n'ai ni General Certificate of Secondary Education ni A-Levels, qui sont nos examens nationaux. Non, et ils disent « Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand ils auront 18 ans ?» Et je répondais « Je ne sais pas. » Et ils disaient « Comment ça, tu ne sais pas ?» Je répondais « Eh bien non, ils ont 5 ans. On verra bien le moment venu. » Les gens étaient surpris que je ne dise pas « Quand ils auront 14 ans, on prévoit de faire de l'apprentissage en ligne et de l'éducation. » J'ai aussi ces cours à distance qu'on pourrait explorer. Et moi, je disais « Je ne sais pas, je vais juste tenter le coup et voir, tu sais, tout ça c'est une grande expérience. Et je pense que si on s'investit moins, selon moi, si on était plus ouvert à dire « Je ne sais pas, je suis là pour vivre l'expérience, faire de mon mieux, recueillir des informations, partager ce que je fais », le monde serait bien plus heureux. Concernant les bodybuilders véganes, beaucoup pensent qu'être vegan signifie forcément être naturel. Ce n'est pas vrai. Je ne connais aucun bodybuilder vegan naturel. Je suis sûre qu'ils existent, mais ceux qui prétendent être naturels s'entraînent peut-être depuis 25-30 ans. Donc, s'entraîner sérieusement pendant 15 à 25 ans permet de développer une quantité importante de masse musculaire, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas impossible. Mais laisse-moi te dire, n'importe quel vegan qui monte sur scène pour une compétition de bodybuilding, honnêtement, j'hésiterais à dire qu'il est naturel parce que c'est très difficile d'atteindre cet état sans utiliser un certain type de produit illicite, tu sais, et des diurétiques, mais Ce n'est pas seulement les véganes, ce n'est pas... beaucoup de gens supposent que parce que tu es vegan, tu es naturel. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas pourquoi je fais semblant d'être un expert en psychologie et maintenant un expert en préparation de compétition. Mais selon moi, À mon avis, au moins, j'essaie simplement de promouvoir la réflexion et l'équilibre dans votre vie avant que vous ne vous lanciez tête baissée dans quelque chose. Je déconseille de quitter son emploi avant d'avoir établi son entreprise. Construisez d'abord votre business avant de prendre ce risque. Je ne pense pas que vous devriez vous lancer dans la drogue avant de faire votre premier spectacle. Je pense que nous vivons à une époque du tout ou rien. Et dans le meilleur des cas, cela peut nous nuire financièrement. Dans le pire des cas, cela peut nous blesser.
Cela peut nuire à notre santé et bien-être. Le tout ou rien n'est probablement pas la meilleure façon de commencer quoi que ce soit quand on débute. Je pense que c'est vraiment très toxique. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut juste apprendre la patience. Les gens sont impatients. Je pense que c'est ça le plus gros problème. Le plus grand changement apporté par les réseaux sociaux est qu'aujourd'hui, contrairement à avant, on peut voir ce que font les autres. On voyait seulement ce que Billy faisait au bout de la rue et la sœur de Jeanne, et on en entendait parler par le bouche à oreille. Bien que tu ne les voyais pas, je pense qu'on est bombardé quotidiennement sur Instagram par ces corps magnifiques, souvent retouchés. Et donc on voit ça et on se dit, eh bien, moi aussi, je veux ça. Comment je peux l'obtenir le plus vite possible? Et ça dévalorise tout le travail acharné qu'il faut pour y arriver. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le travail, le temps et la patience que ça demande. Et c'est, oui, mais ici, ils ont tout fait correctement. Ils portent fièrement le drapeau. Tu sais, comme toi dans le métier, eh bien, Je veux dire, moi, je fais du sport et je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans et j'ai 34 ans maintenant, donc tu as deviné mon âge exactement, mais je poursuis mes balades. Mesurant 1m88 et pesant 104 kg, je suis en forme grâce à un entraînement régulier. Je n'ai pas envie de faire de la compétition, mais je vais quand même à la salle 4 ou 5 fois par semaine parce que, honnêtement, la salle de sport, c'est comme mon moment de zen. c'est ce qui... J'avais l'habitude d'y aller pour m'évader de tout le travail parmi toutes les personnes que tu aides, soutiens, formes, entraînes, mentors, coach, peu importe comment tu veux l'appeler. Qu'est-ce que tu penses? Quels seraient, selon toi, les plus grands mythes sur le véganisme et le bodybuilding vegan ou simplement ce mode de vie que tu aimerais dissiper, des choses qui, selon toi, ne servent pas les gens? Le véganisme ne changera rien pour toi, pour la plupart des gens. Je pense que les gens me demandent tout le temps, « Oh, quand tu es devenu vegan, quelle différence as-tu remarqué? » Et je réponds, « Rien. » Et ils disent, « Mais comment ça, rien? » Et je dis, « Rien. » Et ils sont là. Mais tes ongles n'ont-ils pas poussé plus fort? Tes cheveux n'étaient-ils pas plus brillants? Ta digestion ne s'est-elle pas améliorée? Non. Et ils disent, « Ah bon, vraiment? Mais tu n'as pas eu de meilleurs résultats quand tu étais vegan? » Non. Et ils sont vraiment choqués par ça parce qu'ils s'attendent à ce que tu dises, « Oh mon Dieu, oui, quand je suis devenue végane, mes muscles ont explosé. » Mais tout cela n'est que de la dissonance cognitive. Les gens s'inventent des histoires pour justifier leurs décisions a posteriori. Ils cherchent n'importe quoi pour justifier leur position, mais moi, je préfère être honnête avec les gens. Quand on me demande si on devrait devenir végane, je réponds que si manger de la viande convient, il n'y a pas de raison de changer. Si manger de la viande te convient, facilite ta vie et t'aide à atteindre tes objectifs en tant que travailleuse en horaire décalé, jonglant avec 2 enfants, un mari, l'entraînement et la préparation des repas, tu n'ajouteras pas le véganisme en plus. Ne complique pas ta vie, cela n'améliorera ni tes résultats ni ton bien-être. Tu ne l'es pas. Je vois ces conneries en ce moment, mais je suis en ménopause et j'enseigne beaucoup sur la périménopause. Et donc, les femmes en ménopause disent, « Eh bien, moi, quand je suis devenue végane, je suis végane depuis 10 ans maintenant et tous mes symptômes de ménopause ont disparu. » Et moi, je me dis, n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Il n'existe aucun lien entre le véganisme et la diminution des symptômes de la ménopause. Je veux dire, tu pourrais dire, d'accord, peut-être que ton inflammation a diminué si tu étais inflammé ou peu importe, mais le véganisme et la réduction des symptômes de la périménopause, il n'y a absolument aucun lien direct. Donc je pense qu'on peut souvent réinterpréter les choses dans notre tête après coup. Et honnêtement, c'est vraiment le point principal que je voudrais souligner. Je pense que beaucoup de gens croient qu'ils vont être en meilleure santé en étant véganes. Mais ce n'est pas vrai. Il est très facile d'être un omnivore en bonne santé, un végétarien en bonne santé, un végane en bonne santé. Ce n'est pas, à mon avis. Et les véganes qui écoutent ça vont vraiment me détester. Ils vont dire, voilà pourquoi on la déteste. Elle devrait défendre le véganisme. Mais je ne vais pas mentir aux gens. Être honnête, c'est en fait plus important pour moi que tout le reste. Si tu veux essayer le véganisme, te passer de manger des animaux et de fromage, si tu aimes te compliquer la vie, n'est-ce pas? Si tu t'inquiètes peut-être que ton apport en protéines soit trop élevé et qu'il y ait un lien entre ça et le cancer, essaie, lance-toi, vois ce qui se passe. Le plus grand mythe est que devenir végane change radicalement ta vie. Honnêtement, je pense que ce mythe, et c'est la raison pour laquelle beaucoup essaient le véganisme en s'attendant à un changement, mais rien ne change et ils retournent à un régime omnivore. Ils sont déçus que le véganisme n'ait pas apporté le bénéfice incroyable pour la santé qu'ils attendaient. Tu ne dors pas mieux, tu n'as pas des cheveux plus brillants, des ongles plus forts, ces choses-là n'arrivent pas. Aucune, pourtant d'accord. Donc, parce que si tu regardes... d'autres régimes, vraiment, parce que si tu regardes
Même un régime carnivore, les gens disent que ça guérit les maladies auto-immunes et je ne sais pas, je ne suis pas un expert médical. Le seul régime que j'ai essayé qui a un bénéfice significatif, à mon avis, pour ce que je fais dans la vie, c'est le keto parce que je trouve que je suis un peu plus clair et j'ai un peu moins de brouillard cérébral et tu n'as pas, je pense que l'insuline est un peu mieux régulée avec un régime cétogène que si tu manges, tu sais, des bonbons au déjeuner, j'en suis sûr. Mais je suis sûr que tu pourrais aussi réguler ton insuline avec un régime omnivore approprié et un régime qui inclut aussi des glucides. Je pense que ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des régimes finissent en fait par faire. Les régimes les plus efficaces se basent sur les macronutriments plutôt que sur le mode de vie, je suis d'accord. En fait, cela enlève simplement un macronutriment de votre alimentation et ça rend très difficile de trop manger. Donc, même si vous faisiez un régime pauvre en graisse à base de glucides et de protéines, bonne chance pour prendre du poids en mangeant du riz et du poulet toute la journée. Il est très difficile de prendre du poids en ne mangeant que du riz et du poulet toute la journée, car vous risquez de perdre l'appétit. Le régime cétogène consiste à supprimer les glucides, un des macronutriments de votre alimentation. Donc, je pense que certaines personnes cherchent ça, et moi aussi, je le cherche. Comme avec le régime cétogène, je me suis convaincu que j'étais plus lucide et moins dans le brouillard. Tu sais quoi? Il y a des jours où j'ai mangé un burger ou juste un repas normal comme des pommes de terre, du poulet, un steak plein de glucides, et je me sens très bien aussi. Donc, c'est vraiment difficile de dire qu'un régime apporte beaucoup plus de bénéfices que simplement faire de la musculation, modérer les calories, avoir un bon mode de vie, aller marcher, comprendre combien tu manges par rapport à ce que tu dépenses chaque jour. Je pense que ces idées sont probablement plus importantes que le régime auquel tu adhères. Mais j'étais curieuse, les gens cherchent une solution miracle. Les gens continuent d'acheter mes programmes de remise en forme car ils cherchent la solution miracle qui changera tout. Ils pensent que ce nouveau programme va être celui qui va les transformer. Ils ne réalisent pas qu'ils doivent se changer eux-mêmes. La plupart des gens sont tout simplement trop à l'aise. C'est pour ça qu'ils sont gros, qu'ils n'ont pas de succès et qu'ils sont malheureux parce qu'en réalité, ils sont juste trop à l'aise. On me demande souvent quel est le meilleur régime à suivre. Je réponds « celui qui fonctionne pour vous ». Ils répondent « oh » de manière décevante, puis demandent « quelle est la meilleure forme de cardio ?» Celle que tu feras régulièrement. Ils disent « non, mais quelle est la meilleure ?» Je réponds « la meilleure. Oh mon Dieu, la meilleure, n'est-ce pas ?» D'accord. La meilleure, c'est celle que tu apprécies le plus parmi toutes les options nulles. Celle que tu feras chaque jour. Si c'est courir, super. Si c'est marcher, super. Si c'est nager, super. Si c'est faire du vélo, super. Si c'est des cours de Zumba, super. L'activité que tu pratiqueras régulièrement est celle qui te donnera les meilleurs résultats. Ils sont là, attendant que tu dises « c'est le Stairmaster, niveau 6, pendant 60 minutes à 5 heures du matin ». D'une certaine façon, c'est un peu libérateur. Et ils sont là genre « merde, c'est ça ». Tu sais ce qu'ils vont faire si tu dis niveau 6 sur le Stairmaster pendant 60 minutes à 5 heures du matin? Ils vont essayer une fois et ne recommenceront plus. N'est-il donc pas préférable pour eux de promener leur chien 20 minutes chaque jour, de façon régulière? C'est tellement mieux. Donc, tu sais, ça dépend de ton objectif. Je leur dis toujours, si ton objectif est de perdre de la graisse corporelle, tu dois ajouter un peu de cardio. Peu importe lequel, celui que tu fais régulièrement est la meilleure forme de cardio. C'est pareil pour le régime. Celui que tu peux suivre tout en respectant tes macros et tes calories, c'est celui qui t'aidera à perdre de la graisse corporelle. C'est la raison pour laquelle je ne deviens pas un évangéliste du véganisme. C'est pour ça que je ne suis pas là pour prêcher le véganisme ou dire aux gens qu'ils devraient être vegan ou végétarien. Ça fonctionne pour moi. J'ai réussi à l'adapter à ma vie. Ça correspond à mes valeurs, à mon éthique, tu vois. Mais si jamais ça devait changer, si Scott et moi décidions que je voulais recommencer à manger de la viande, je recommencerais à manger de la viande et je m'en ficherais complètement de ce que les gens en pensent. Vraiment. Je le ferais, on n'a qu'une seule vie. Une chose est sûre, c'est qu'on va tous mourir et quand je mourrai, personne ne se souviendra de moi à part mes enfants et peut-être mes petits-enfants. Et puis ce sera fini. Donc, je suis sur cette terre pour faire ce qui me rend heureuse et ce qui me convient le mieux. Parce que, laisse-moi te dire un truc très rapide avant qu'on termine. Mon mari, l'autre semaine, écoutait quelque chose. Il était allongé dans le lit et moi, je me maquillais. Et j'ai commencé à entendre ma voix sur son téléphone, puis j'ai entendu un autre gars parler, un Australien. Mon mari est australien et j'ai dit « c'est quoi ça ?» Et il me dit « quelqu'un d'Australie m'a envoyé ça. Un Australien a pris une de tes vidéos et en a fait du contenu, mais de façon négative. » J'ai dit « ah bon, c'est qui ?» Il m'a donné son nom, j'ai dit « je ne le connais pas ».
J'ai demandé s'il avait beaucoup d'abonnés. Il m'a dit oui, genre 3 millions ou quelque chose comme ça. J'ai dit ah. Et en me maquillant, je me suis demandé une seconde, est-ce que ça me touche? Je me suis arrêtée un instant et je me suis dit, un gars en Australie avec 3 millions d'abonnés a pris une de mes vidéos, à laquelle je tiens beaucoup parce que je mets beaucoup de travail dans mon contenu, et il dit en gros que je raconte n'importe quoi. Et là, j'ai eu une révélation. Si je fermais mon téléphone, si je supprimais l'application Instagram de mon téléphone et que je ne l'ouvrais plus jamais, cette vidéo disparaîtrait de ma vie pour toujours. En fait, des gens partout dans le monde pourraient faire des vidéos sur mon contenu. Même le président des États-Unis pourrait en faire. Et je ne le saurais même pas si je choisissais. Je fais tomber mon verre. Si je choisissais de jeter ce téléphone, rien de tout ça n'existerait. Ça n'existe que parce qu'on y prête attention. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu une révélation. Ce à quoi on accorde de l'attention, c'est ce qui existe. Si on ignore et coupe le bruit, ça cesse d'exister et ça n'existe que parce qu'on a les applications et ce truc numérique en main. Et ce jour-là, j'ai choisi de me concentrer uniquement. Je me suis dit qu'à partir de maintenant, je ne me concentrerai que sur les choses qui me servent. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise parce que j'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pensent. Et ça m'a donné un niveau de liberté. Je veux dire, je suis déjà quelqu'un d'assez libre, mais ça a littéralement élevé mon niveau de liberté à quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant. On a parfois des moments d'illumination où on réalise que certaines choses n'existent que parce qu'elles sont dans notre téléphone et qu'on l'ouvre en se demandant combien y a-t-il de likes et quels sont les commentaires et quels sont les partages. J'arrête de faire ça. Le contenu cesse d'exister et je peux simplement vivre ma vie heureuse. Je crois qu'il y a une leçon à tirer pour nous tous. Les gens accordent trop d'importance à l'opinion des autres. Donc, si je voulais arrêter d'être végane, je m'en ficherais et je le ferais publiquement. J'allais dire que la leçon là-dedans, c'est que toute personne qui essaie de construire une vie meilleure, fais-le pour toi-même. Comprends quelle est ta propre étoile polaire et quel que soit le régime que tu choisis, quelle que soit la vie que tu veux mener, avec qui tu veux être, quelle que soit l'entreprise que tu veux créer, le travail que tu veux faire, fais-le pour toi-même. Ne le fais pas à cause d'Instagram, ne le fais pas parce que tu vois d'autres personnes le faire, en parler ou le défendre sur les réseaux sociaux, ce qui n'est probablement même pas vrai ou ils ne sont pas totalement honnêtes sur à quel point leur vie est bien de toute façon. Et j'aimerais juste que plus de gens se concentrent sur leur propre étoile polaire et leur propre bonheur. Et le but de cette émission, de ce podcast, c'est vraiment de donner aux gens toutes ces différentes options, idées et perspectives sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour toutes ces personnes différentes qu'ils admirent. Cependant, il faut comprendre qu'aucune idée n'est parfaite. La meilleure façon de vivre est d'étudier et de comprendre ces idées, d'y appliquer un esprit critique, puis de voir comment elles s'intègrent dans sa propre vie, ses objectifs et aspirations. En quoi cela me sert-il? En quoi cela me sert-il? Prends ce qui te sert et laisse le reste, c'est ce que je dis toujours. Prends ce qui te sert et laisse simplement le reste. Ouais, je pense que c'est une idée tellement importante et je pense que pour la personne moyenne qui fait défiler les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de ne pas se laisser influencer et je pense que cette conversation revient sans cesse. C'est comme, est-ce que la vie que tu vis est vraiment la tienne ou est-ce celle de ton ami, de tes parents, de ton patron, de ta femme ou de ton mari? Beaucoup de gens, s'ils prenaient vraiment le temps de regarder au fond d'eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils vivraient leur propre vie parce qu'ils sont tellement influencés par tout ce qui est extérieur et je trouve ça triste. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de dépression, d'anxiété, de problèmes de santé mentale et de regrets. En somme, le but est simplement, j'adore cette idée. Qu'ils aillent tous se faire voir, Scott, c'est ce que je dis. Qu'ils aillent tous se faire voir. Si tu as besoin d'un slogan qui me dit qu'ils aillent tous se faire voir, sois juste heureux. Sur quoi te concentres-tu pour l'avenir? Tu as construit cette plateforme vraiment incroyable. Tu fais beaucoup de bien dans le monde. Je sais que tu dis que demain, tu pourrais juste manger un steak si tu en avais envie. Mais pour être sérieux, tu motives et tu inspires beaucoup de gens. Et tu leur donnes une bonne éducation. De l'éducation, des données et de la science pour appuyer ce qui fonctionne pour toi et ce qui peut, espérons-le, aider d'autres personnes. Où veux-tu mener cela à l'avenir? En fait, je développe en fait mon entreprise pour qu'elle devienne sculpted. Avant, on me connaissait sous le nom de la végane sculptée, ce que je devais souvent expliquer. Désormais, ils me punissent à chaque fois que je lance des programmes qui ne sont pas 100% vegan, Paul. Ils disent « tu devrais faire ceci » ou « je suis déçu de toi » et je réponds « la végane sculptée n'est pas une personne, c'est une entreprise ».
Je comprends que vous pensez que c'est moi, mais c'est en fait une entreprise. Comme je suis maintenant en périménopause, ça a été de véritables montagnes russes émotionnelles. Je suis une personne qui aime résoudre les problèmes. En résolvant les miens, j'ai appris à d'autres femmes à faire de même. J'ai réalisé qu'il y a un énorme manque de connaissances chez les femmes en périménopause dans l'industrie de la santé et du fitness, parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps et comment cela crée une résistance à l'insuline pour envoyer plus d'énergie vers les réserves de graisse afin de produire plus d'œstrogène alors que leurs ovaires arrêtent d'en produire. Une fois que j'ai compris cela, j'ai commencé à éduquer les femmes sur comment court-circuiter ce processus. Chaque programme sur la ménopause que nous avons lancé a généré des centaines de milliers, voire des millions de dollars. En mars, un programme de 6 mois a rapporté environ 1,3 million de dollars dans les 10 premiers jours du lancement. Donc, c'est vraiment un sujet extrêmement brûlant. Actuellement, on compare souvent la ménopause au véganisme. Pourtant, le véganisme décline tandis que la ménopause gagne en popularité. Je suis toujours à l'affût du marché, d'autant plus que je le vis moi-même. C'est comme un timing divin. Nous avons créé une application nommée Sculpted Menopause, Sculpted étant notre marque. Nous avons Sculpted Vegan et maintenant une nouvelle application, Sculpted Menopause. Je suis allée voir mon équipe, ce qui est vraiment formidable, en décembre 2024 et je leur ai dit, les gars, on va créer une application. Ils ont trouvé l'idée super. Ayant déjà une équipe interne de développement travaillant sur un autre projet, nous lancerons l'autre projet cette année ou l'an prochain. J'ai proposé de créer une application, ils ont répondu super. Quoi, quand? Quand est-ce qu'on va la créer? Quand est-ce qu'on va la lancer? J'ai dit en février et ils ont répondu mais on est en décembre. J'ai dit, je sais, défi accepté. Et ils m'ont dit, t'es complètement folle. J'ai dit, tout le monde, arrêtez tout ce sur quoi vous travaillez, on va créer cette appli. Nous avons construit une application en 8 semaines, à partir de zéro. Elle contient MyFitnessPal, elle a un calculateur de macros. Elle comprend le calculateur de macros MyFitnessPal et des menus complets de 1200 à 2200 calories. L'application propose des centaines de recettes avec les macros et calories, ainsi que des entraînements à domicile. Notre application simple intègre des séances d'entraînement en direct et des programmes sur 3 à 5 jours, adaptés aux débutants, intermédiaires et avancés. C'est absolument incroyable et ça sera lancé lundi, ça ouvre lundi, donc c'est notre tout nouveau projet. Nous nous dirigeons vers ce que le marché et nos femmes veulent. Elles sont avec moi depuis des années et sont maintenant toutes en périménopause. Donc, c'est la prochaine étape vers laquelle nous avançons. Et ensuite, nous allons développer la marque Sculpted. Je veux dire, l'objectif est de quitter l'entreprise Scott à un moment donné. Donc, je construis la marque Sculpted. Nous prévoyons de reproduire cela avec la Sculpted Vegan, puis la Sculpted Trainer, destinée aux femmes non ménopausées, et enfin une version pour les véganes. Ensuite, j'espère que nous quitterons cette entreprise car j'ai créé Only Fitness, une place de marché social pour l'industrie du fitness. Pensez à une fusion d'Instagram et OnlyFans, mais pour le fitness. Et c'est ça, Only Fitness. Nous travaillons dessus depuis 3 ans. C'est tout ce que j'utilise pour gérer mon entreprise. Tout est intégré dans une application parce que les gens me demandaient comment je faisais ce que je fais. Et quand je leur expliquais ce qu'ils devaient faire, ils répondaient « Pas question, c'est beaucoup trop de travail. Je ne ferai absolument pas ça. » Alors je me suis demandé comment je pouvais vraiment faciliter la tâche aux gens pour qu'ils fassent ce que je fais, qu'ils gèrent une entreprise comme je la gère. Nous avons intégré cette fonctionnalité dans l'application, ce qui a pris 3 ans. Je dois la peaufiner avant le lancement d'Only Fitness. En parallèle, j'entraîne 5 chevaux de compétition de haut niveau pour l'Irlande. En plus de m'entraîner à la salle de sport, d'essayer d'avoir une relation avec mon mari absent, de m'occuper de mes 4 enfants, de diriger mon entreprise, de suivre parfois un cours de yoga et de dormir de temps en temps. Oui, j'ai une dernière question parce que je pense que c'est important, tu en as parlé et je veux juste donner quelque chose aux personnes qui écoutent et qui s'intéressent à la santé, au bien-être et à la forme physique. En tant que femme traversant la ménopause, quels sont simplement quelques éléments qu'une femme à cet âge, à ce stade de sa vie, devrait prendre en compte? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut s'attendre à ce que tes hormones fassent des montagnes russes, tout simplement à cause de ce qui se passe dans le cerveau. En gros, ce n'est pas dans ta tête. Le problème avec la périménopause, c'est que cette période de 10 ans avant la ménopause n'est pas enseignée en médecine. Laisse-moi te dire quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas enseigné en gynécologie, ce n'est pas enseigné en obstétrique, ce n'est pas enseigné.
Les années de périménopause ne sont pas enseignées en médecine moderne. Quand on devient médecin ou obstétricien, on ne vous enseigne pas la périménopause. On apprend la ménopause, c'est-à-dire après une année sans règles, mais on n'apprend pas la périménopause. Mais ce qui se passe, c'est que l'hypophyse et l'hypothalamus sont essentiellement responsables du contrôle de votre cerveau. Et à mesure que vos ovaires commencent à décliner, vous avez environ 2 millions d'ovules à la naissance, puis ce nombre diminue au fil des années. À 40 ans, il ne vous reste qu'environ 2% de vos ovules, ce qui rend leur libération plus difficile par les ovaires. Donc, là où vous auriez un cycle normal, ce qui commence à se passer, c'est que votre glande pituitaire reconnaît que vos niveaux d'œstrogène diminuent. Donc, votre hypothalamus se dit « D'accord, très bien », et ils disent « Bonjour, nous avons besoin d'un ovule, s'il vous plaît ». Alors, il envoie un signal et dit « Ovule, s'il te plaît, tu sais, libère un ovule œstrogène ». Mais vos ovaires répondent « Non, 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 il ne nous en reste presque plus et nous ne les lâcherons pas ». Alors, ils insistent « Ovule, s'il te plaît, bonjour ». Et ils commencent à devenir, tu sais, super excités et à essayer à produire plus d'hormones pour essayer de faire libérer un ovule par tes ovaires. Finalement, tes ovaires se disent « D'accord, en voilà un et en libère un ». Mais seulement après qu'une énorme quantité d'énergie ait été dépensée pour que tes ovaires essaient de produire un ovule. Là où tu avais ces jolies variations dans tes fluctuations hormonales. J'ai vu cette vidéo aujourd'hui. Il a confié que le syndrome prémenstruel lui manquait. Il a dit « Ma femme est en ménopause, le syndrome prémenstruel me manque ». Il disait que c'était complètement différent, car tes hormones fluctuent de façon folle. Donc tes hormones fluctuent énormément. C'est une période chaotique, pas seulement dans ta tête. Dès le début de la périménopause, quand la production ovarienne commence à diminuer, l'œstrogène commence à diminuer, ton corps essaie de détourner plus d'énergie vers les réserves de graisse pour produire plus d'œstrogène. La graisse viscérale autour de l'abdomen et la graisse des cuisses et fesses sont très œstrogéniques. Elles produisent beaucoup d'œstrogène, amenant ton corps à détourner plus d'énergie de la nourriture vers les réserves de graisse pour en produire davantage. Cela provoque donc une résistance à l'insuline dans les cellules. Les femmes prennent de la graisse corporelle sans changer leur alimentation ou leur activité physique. Elles accumulent simplement beaucoup de graisse. Les femmes ne comprennent pas pourquoi cela arrive, mais c'est un processus biologique qui se produit. La seule façon de l'interrompre, c'est de changer ton alimentation. Oui, en mangeant plus de glucides lents comme les aliments complets, les haricots, les lentilles, les légumineuses et les patates douces, tu peux légèrement modifier ton poids, élimine les glucides blancs et féculents qui augmentent l'insuline. La deuxième façon de contourner cela que je préfère, c'est de suivre un régime où tu comptes tes macronutriments et tes calories, où tu comptes vraiment tout, rien n'est interdit, mais tu maintiens l'équilibre énergétique parce que tu t'entraînes évidemment à la salle en espérant construire du muscle, augmenter ton métabolisme, faire un peu de cardio pour rester en forme et en bonne santé. Même avec une résistance à l'insuline dans tes muscles qui favorise le stockage de graisse, en gérant ton apport calorique et en brûlant autant ou plus d'énergie que tu n'en consommes, ton corps va transformer les cellules graisseuses en triglycérides utilisables comme source d'énergie via le foie. La graisse sera donc reconvertie malgré la résistance à l'insuline. Donc ce processus n'a pas d'importance, tout est une question de contrôle des calories. Et c'est la seule façon pour une femme ménopausée de contrôler son poids. Tu dois commencer à contrôler tes calories et à faire attention à ce que tu manges. Tu ne peux pas continuer à manger comme avant et espérer les mêmes résultats. C'est impossible. Et s'attendre à ce que ce soit différent est irréaliste. C'est ce que j'enseigne aux femmes. Incroyable. Et tu sais, je pense que toute personne qui écoute devrait commencer à prendre le comptage des calories et son alimentation au sérieux dès que possible. Mais il faut savoir qu'il y a moins de tolérance, biologiquement moins de tolérance dans ton alimentation. Ce n'est donc ni dans ta tête, ni dans ton esprit. Tu ne deviens pas fou. C'est un processus biologique. C'est un processus biologique. Et plus tôt, vous pourrez vous adapter à la façon de faire un régime, de vous entraîner, de manger, de comprendre les macronutriments et probablement pour votre santé et votre bien-être, de comprendre aussi les micronutriments. Plus vous serez en bonne santé, plus vous serez heureux. Donc c'est un point très important, d'accord? Où les gens peuvent-ils vous contacter? Vous lancez une application, je vais essayer de sortir ça aussi vite que possible. Vous ne me donnez pas, vous m'avez donné autant de temps que votre équipe de développement, mais ça c'est un autre sujet. Donc, où les gens peuvent-ils aller pour vous contacter, télécharger des applications, des sites web, les réseaux sociaux, tout ça? Pour me contacter personnellement, sachez que malgré mes 4,5 millions d'abonnés sur Instagram, je réponds à chaque message privé reçu. Les gens me demandent comment je réponds à chaque message privé. Je leur dis que mon téléphone est greffé à ma main et qu'il est important de rester en contact. Donc, je suis The Sculpted Vegan ou Kim Constable sur Instagram.
Envoyez-moi un message privé en mentionnant que vous m'avez entendu dans le podcast de Scott Clary. Je vous répondrai sans faute. Et on aura comme un petit câlin virtuel. Et si tu veux jeter un œil à The Sculpted Vegan, qui ne vend en fait aucun programme en ce moment parce qu'on redirige tout le monde vers The Sculpted Menopause. Si tu es en ménopause et que tu veux découvrir un système où des femmes perdent 45 kilos de graisse corporelle en 6 mois sans plaisanter, 45 kilos de graisse corporelle, va simplement sur le site web et regarde-les en train d'utiliser notre méthode. La méthode ménopause sculptée est disponible sur sculptedmenopause.com. Et c'est là que tu peux en savoir plus sur l'application, mais oui, on lance lundi. C'est un pré-lancement pour notre liste d'emails. Et pareillement, je partagerai ce podcast. Notre liste de diffusion compte actuellement environ 250 000 personnes. De nombreuses personnes écouteront donc également. Non, ce sont les 2 meilleurs endroits pour me contacter. Merci de me laisser faire un peu d'autopromotion sans honte. Toujours, toujours. Et on le mettra dans les notes de l'émission et tout ça. Donc, si les gens veulent aller se connecter, ils peuvent aller télécharger. Je te donne toujours l'occasion de faire de l'autopromotion sans honte. Comme tu donnes de ton temps, le minimum que je puisse faire, c'est de te laisser t'auto-promouvoir. Aucun problème avec ça. J'ai beaucoup apprécié cette conversation, bien plus que je ne l'aurais imaginé. C'était super. Merci, j'ai vraiment apprécié. Moi aussi, vraiment. Je pensais qu'on allait dans une autre direction et je n'ai pas regardé mes notes, ce qui est un bon signe d'un excellent podcast. Donc, j'ai apprécié. Écoute, on enregistre depuis presque 2 heures. On pourrait continuer toute la journée, mais on va s'arrêter là. Et la prochaine fois que tu seras à Miami, on en fera plus. Je vais venir juste pour te voir. Je vais vraiment en faire une priorité. Marché conclu, tu dois venir voir tous tes amis américains. Tu as tout un tas de gens ici qui t'attendent pour venir passer du temps avec toi. Oui, c'est vrai. J'ai la dernière question que j'aime toujours poser. Tu as déjà partagé tellement de sagesse. Si tu ne pouvais transmettre qu'une seule leçon à tes enfants, après toutes tes années de vie, de réussite, d'expérience, quelle serait cette leçon et pourquoi est-elle si importante? Il y a une chose que j'ai apprise à mes enfants depuis leur naissance, et c'est un peu ma phrase fétiche que j'enseigne aussi à tout le monde ici au bureau. Je leur dis toujours, votre réussite se mesurera au nombre de conversations difficiles que vous oserez avoir. Plus vous êtes prête à vous mettre dans l'inconfort, plus vous êtes prête à avoir ces conversations difficiles avec les gens, plus votre vie sera heureuse parce que rien ne reste en suspens. Avec moi, personne n'a jamais à se demander ce que je ressens, si je suis en colère ou quoi que ce soit. Les gens savent parce que je leur dis. Si j'ai un problème avec toi, je viens directement te le dire. Je ne le dis à personne d'autre, je te le dis à toi. Et nous avons cette conversation difficile. Et si tu fais ça, ta vie va se transformer. Fais-le avec tes enfants, fais-le avec ton mari, fais-le avec ta femme, fais-le avec ta mère. Aie cette conversation difficile parce que ta vie changera de façon exponentielle si tu t'entraînes à te mettre dans ces situations difficiles.